Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes 21 donc en ligne pour l'instant. Je pense que le succès va aller grandissant. Il est encore un petit peu tôt pour un samedi matin, mais pour un sujet qui va nous retenir là, pendant 1h15, hein, nous serons deux animateurs, donc Mathieu Grosset et moi-même, Jean-Paul Reillard. Donc on va se présenter un petit peu plus longuement donc après. Ben voilà, 25, Bonjour à tous. ça monte au fur et à mesure. Euh, on démarre donc par une introduction, donc bien sûr là, du sujet qui nous occupe. Hein. Le sujet s'intitule Pour une économie circulaire au service de l'emploi. Ça veut dire beaucoup de choses derrière. Donc, et on a choisi là, pour traiter ce thème d'avoir à faire donc un débat inversé, c'est-à-dire que ce seront vous, spectateurs, acteurs en même temps, qui poseront les questions, hein, qui poserez les questions, et auxquelles, naturellement, on répondra aussi avec Mathieu à deux. Hein, et puis, naturellement, ces réponses susciteront très certainement de nouvelles questions aussi. On pourra revenir aussi plus longuement sur certains points, Mathieu et moi, si on estime qu'ils ne sont pas traités ou qui n'apparaissent pas dans les questions, mais qui nous paraissent importants. Alors, je souhaitais démarrer donc cette session, d'abord par un rapide hommage à Philippe Frémaux, avec qui j'ai travaillé ce thème qui lui tenait à cœur, hein, celui de l'économie circulaire. Il connaît bien Mathieu, c'était un ami intime à moi. Et on a beaucoup, jusqu'à la dernière minute, donc travaillé cette question. Et puis, on s'est dit justement que à deux, là, avec Mathieu, on pourrait faire un excellent débat donc là-dessus. D'autres, plutôt du monde universitaire ou autres, devaient nous rejoindre, mais ça n'a pas été possible. Donc, on a décidé de rester en couple comme ça et d'animer donc ce débat. Alors, le, le rappel que je voulais faire donc sur Philippe, il a été beaucoup question de lui hier. C'était quelqu'un, donc un homme éclairé du XXIe siècle, hein, mais aussi en même temps peut-être du siècle des Lumières, tellement ses connaissances étaient vastes, hein, et même encyclopédiques, hein, sur beaucoup de sujets. Il avait une intelligence rigoureuse, créative et autres. Il n'hésitait pas à rembarrer. Je crois que c'était toujours un aspect sympa de sa personnalité. Donc j'en ai pris quelques-unes aussi. On dit n'importe quoi ou autre, etc. Et puis, ce qu'on oublie quelquefois, et pourtant il y tenait beaucoup, c'est qu'il a été chef d'entreprise pendant un certain nombre d'années. Mathieu et moi-même sommes aussi chefs d'entreprise, sommes passés par là, donc ça nous a rapprochés aussi, hein, c'est-à-dire qu'il était en même temps dans l'action, dans la décision, et au travers donc justement de la présidence qu'il assurait, et ainsi que la direction de la rédaction d'Alternatives économiques. Donc je voulais rendre hommage aussi à cet aspect de sa personnalité. Voilà, donc il aurait été content que ce débat donc ait pu avoir lieu. Alors, dans le sujet qui nous occupe, hein, pour une économie circulaire au service de l'emploi, il faut partir naturellement de ce qu'est l'économie linéaire. Hein. Je ne fais pas de résumé donc là-dessus. Tout le monde, je pense, l'avoir en tête. Hein. On part de la production, on va vers la consommation qui produit des déchets. Ces déchets ensuite, eh bien, sont accumulés, sont transformés ou autres. Mais l'économie linéaire est basée plutôt sur un épuisement ou conduit à un épuisement non rapide des ressources naturelles, avec tous les problèmes que ça peut se poser du point de vue écologique, du point de vue social, donc également, et avec une accumulation aussi donc, de déchets dont on ne sait plus quoi faire. Donc des soucis donc multiples aussi, qui montrent bien justement que ce modèle linéaire n'est pas soutenable dans la durée. Hein, il conduit aussi à des inégalités donc extrêmement fortes, aussi bien entre les pays du Sud et les pays du Nord, et à l'intérieur de chacun des pays aussi. Le renforcement des inégalités donc a été déterminant ou très important ces dernières années. En plus, on a assisté donc en France à ce phénomène des délocalisations, hein, qu'on a bien vu un petit peu partout. Donc là, la question maintenant, c'est revenir à un modèle d'économie plus durable, hein, par l'économie circulaire, hein, c'est-à-dire derrière transformer ensuite ce qui est déchets, allonger la durée de vie des produits, donc toutes les thématiques que l'on connaît, hein, et comment aussi faire en sorte que cette économie donc circulaire puisse produire de l'emploi et soit au service de l'emploi. On est dans une situation donc difficile actuellement, puisqu'on traverse donc une crise sanitaire, une crise sociale, une crise environnementale importante. Donc, est-ce que l'économie circulaire, justement, peut avoir un effet de levier, hein, pour traiter cette question de l'emploi dans tous les domaines. Nous sommes, Mathieu et moi-même, donc des spécialistes de l'insertion.
au travers des entreprises que l'on dirige. Donc c'est une des voies naturellement, mais ça n'est pas la seule. Donc on en parlera bien sûr, on évoquera ça. Comme j'imagine qu'il y aura des questions également donc, qui viendront donc de ça. Donc une explosion de la pauvreté qu'on remarque un peu dans tous les territoires, un peu partout. Donc il y a sûrement des solutions, et il y a des solutions donc il faut mettre en place donc très rapidement. On va en parler, comment les mettre aussi, et comment faire en sorte justement qu'on assiste à ces créations d'emplois et ces créations d'emplois donc sur les territoires. C'est ça qui nous occupe et qui nous intéresse dans l'immédiat. Bien, ce que je vais dire, c'est comment justement faire émerger ce modèle d'économie circulaire. Je suis aussi très bien un contre-exemple auquel je suis confronté actuellement. Je ne nommerai pas l'entreprise, mais c'est on va dire un reconditionneur donc de téléphone portable. C'est un marché donc dans l'économie circulaire qui fonctionne très bien. Il a attiré beaucoup de monde. Cette entreprise donc se fournit en appareils donc qui ont 6 mois à peu près donc d'existence aux États-Unis notamment, au Japon donc également. Les fait reconditionner ensuite en Roumanie et puis ensuite les revend donc en France. Alors est-ce que c'est un modèle vertueux? C'est très bien qu'il y ait des usines en Roumanie, naturellement. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi plutôt avoir également des usines également de reconditionnement donc en France? On a tous en tête aussi l'exemple malheureux de Remade, par exemple, en Normandie. Donc, comment construire aussi une filière justement du reconditionnement, si on parle que de ça, qui soit pérenne donc également en France et qui puisse nourrir donc des emplois. Donc, toutes ces questions avec que l'on va débattre donc avec vous. Alors, je vais auparavant, donc, d'un côté indiquer qu'on a choisi ce qu'on appelle un débat inversé, c'est-à-dire qu'on a estimé justement que ce serait intéressant de partir de vos propres questions pour ensuite nourrir donc la discussion. Donc, vous avez sur la plateforme un écran donc, qui s'affiche avec le chat sur lequel vous pouvez indiquer naturellement toutes vos remarques de différentes façons. Et beaucoup nous ont dit bonjour, donc on dit bonjour bien sûr donc à tout le monde, naturellement aussi. Et puis en ce qui concerne donc la deuxième colonne, ce sont des questions. À ces questions, donc vous y avez accès directement. Vous pouvez donc poser ces questions-là. Ne confondez pas le chat et puis les questions. Le chat, c'est bien sûr pour une discussion donc, générale ou un problème technique que vous pouvez avoir. On a Anne Boulin qui nous suit là directement en back-office, si je puis dire, et qui va veiller donc, à ce que tout se déroule bien. Je en profite pour la remercier, comme toute l'équipe d'Alter-Eco et au-delà là, qui ont pu assurer donc, ces différents donc, débats et animations. Donc, on attend donc vos questions, mais auparavant, donc, on va se présenter donc l'un et l'autre et puis faire une première introduction donc, au débat. Mathieu, je te laisse la parole. Je te remercie Jean-Paul et puis je te remercie aussi pour l'hommage rendu à Philippe. Effectivement, son invitation à cette conférence, c'était ces derniers échanges que j'ai eus avec lui. Et c'était, comme tu le dis, quelqu'un qui nous entraînait vers le haut et qui nous faisait sentir très intelligents, avec une simplicité, une intelligence, une culture désarmante. Et c'est vrai que tu parlais de son passé de chef d'entreprise, mais aussi c'est quelqu'un qui avait un regard très technique sur les choses, Philippe. J'avais fait visiter notre usine et il m'avait posé des questions, il avait répondu mieux que je n'aurais su le faire à propos de ma propre activité. Et il était particulièrement impressionnant à cet égard-là, au-delà de tout ce qu'il a pu faire par ailleurs. Je pense que c'est un côté méconnu de lui, mais qui le rendait encore plus sympathique et impressionnant à mes jeunes yeux. Donc bonjour à tous. Je vois que la jauge des participants augmente régulièrement au fur et à mesure que le petit déjeuner se termine, probablement. Donc Mathieu Grosset, je suis dirigeant du groupe coopératif Demain à Lons-le-Saunier. Donc Lons-le-Saunier, c'est pour les régionaux connaissent peut-être, c'est la préfecture du Jura, donc c'est une des plus petites préfectures de France. Le Jura était lui-même un des plus petits départements de France en nombre d'habitants. Évidemment, c'est le plus beau département par contre en termes de qualité de vie et de qualité environnementale. Notre groupe d'entreprise est un groupe coopératif arrimé à une SCOP qui pilote l'ensemble des moyens généraux de l'entreprise et puis qui développe les activités. On est aujourd'hui 180 salariés
dont la moitié, comme le disait Jean-Paul, sont en parcours d'insertion. C'est des gens qui ont des vulnérabilités, des fragilités, et qui les ont exclus durablement du marché du travail. Et on s'appuie, nous, sur l'espace de l'entreprise, j'allais dire classique, c'est-à-dire avec ses règles de concurrence, ses règles de marché, ses règles aussi d'équilibre économique. Et donc, on s'appuie sur cet espace-là pour leur offrir un contrat de travail, avec tous les droits qui y sont rattachés, puis tous les devoirs aussi, pour mettre en place un accompagnement social et professionnel, c'est-à-dire lever les freins à l'emploi qui les ont exclus durablement du marché de l'emploi préalablement, et puis travailler sur un projet qui leur correspond, qui n'est pas forcément un projet qui va être dans l'industrie, qui représente 90% de nos activités aujourd'hui, mais qui va correspondre à leur profil, à leurs envies, à leurs possibilités aussi. Donc on met en place à travers ces activités qui sont principalement autour du recyclage, mais on a diversifié. Le recyclage, c'est pas qu'un seul métier, il n'y a pas que le métier de tri dans le recyclage, hein. C'est des métiers aussi de collecte, donc de conduite de camions, de conduite d'engins, de chariots élévateurs, par exemple. C'est aussi des métiers de maintenance, c'est des métiers de back-office, c'est des métiers de logistique, de pesée, de préparation de commandes. Et puis dans le tri lui-même, il y a des métiers qui nécessitent de la dextérité, du démontage. Je pense que Jean-Paul pourra en parler encore mieux que moi par rapport à ça. Il y en a d'autres qui nécessitent des capacités physiques parfois, d'autres qui nécessitent une capacité à reconnaître un grand nombre de produits en peu de temps. Donc ça fait appel à des compétences très très différentes pour les personnes, et donc on s'appuie sur ce qu'on repère des compétences et des savoir-faire des personnes. On travaille avec elles sur leur savoir-être pour les accompagner derrière vers un emploi durable. Donc je le disais tout à l'heure, pour un peu positionner, nos activités sont sur un panel effectivement qui se veut de l'économie circulaire. Nous, notre baseline, comme on dit, notre slogan, c'est permettre l'avenir. C'est la reprise d'une phrase de Saint-Exupéry qui dit on ne peut pas prévoir l'avenir, mais on doit le permettre. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous anime. Ça nous anime par rapport évidemment à la question des parcours individuels des personnes. On ne peut pas prévoir leur avenir, mais on doit leur permettre qu'elles aient un avenir. On ne peut pas permettre prévoir l'avenir de notre planète, mais on doit permettre qu'elle ait un avenir en travaillant à la préservation des ressources et à une transition énergique douce, nécessaire, mais douce, parce que si elle est brutale, c'est les plus fragiles qui casseront, et nous, on souhaite protéger ces personnes-là. Et puis, c'est aussi permettre l'avenir, et on y est très attaché au niveau du groupe Demain, de notre territoire. Je pense que c'est important aussi que toutes ces activités qui visent à une économie circulaire, à une transition énergétique, et tu le redisais à d'autres échelles, Jean-Paul, permettent l'ancrage territorial de l'activité économique, l'ancrage territorial du lien social. On voit dans le contexte actuel à quel point ça donne du sens, à quel point ça crée des filets de solidarité, à quel point ça crée des filets d'activité, à quel point ça crée aussi des amortisseurs économiques, sociaux, territoriaux pour l'ensemble des populations. Donc c'est pour moi capital aussi que dans les échanges qu'on aura aujourd'hui, on aborde cette question-là sans naïveté. Philippe serait là justement, il nous mettra en garde contre le fantasme de l'autonomie locale, mais par contre avec exigence et vigilance. Bien, merci Mathieu. Je me présente rapidement et puis les premières questions donc arrivent. On va pouvoir ensuite lancer le débat en les suivant donc au fur et à mesure. Moi-même, je suis président de la fédération Envie. Envie, je pense qu'un certain nombre d'entre vous donc connaissent. C'est un ensemble d'entreprises. Il y a une cinquantaine d'entreprises qui sont les entreprises d'insertion. Donc, dans ce domaine-là, on fait le même métier, donc Mathieu et moi. Il s'agit donc de sortir des personnes, là aussi, je veux dire, des voies de garage ou d'autres qui sont engluées dans le chômage de longue durée ou qui arrivent, ou des migrants qui arrivent donc également, qui ne trouvent pas d'emploi. Donc, leur donner donc un coup de pouce pendant 2 ans maximum pour les faire monter en compétences et leur permettre donc de se réinsérer ou de s'insérer plutôt donc dans la société. Alors, dans ce que fait Envie, ces 50 entreprises, il y a en gros donc à peu près trois métiers. Le premier métier, c'est le plus ancien, c'est celui qu'on a commencé il y a 34 ans donc à Strasbourg, qui consistait à réparer donc de l'électroménager
et puis à le vendre avec garantie, ce qui ne se faisait pas. Donc c'est un premier pas vers l'économie circulaire aussi, hein, puisqu'il s'agissait non pas de revendre en seconde main, donc simplement une machine, ce qui était déjà de l'économie circulaire aussi, c'est en allongeant sa durée de vie, mais c'est de reprendre aussi cet électroménager en regardant ce qui n'allait pas, de vérifier un certain nombre de choses, et surtout c'est la question de la garantie, c'est-à-dire que derrière il y avait effectivement un supplément de valeur et une garantie qui était donnée donc aux clients pour donner confiance, une des principales raisons, enfin des principaux freins peut-être donc aussi à cette économie circulaire quelquefois, c'est cette histoire de confiance. On a ensuite élargi donc nos activités en essaimant un petit peu partout donc en France. On est présent donc maintenant dans une quarantaine à peu près donc de lieux. Et aussi en développant des activités, je crois que Mathieu le fait aussi, donc tout ce qui est collecte, justement, transport, traitement également donc de déchets, mais dans les déchets donc électriques, électroniques, et quelques unités en vie se mettent également donc à recycler des matelas, à traiter également donc des déchets du bâtiment. Je vois qu'il y a une question là-dessus aussi, à se mettre en rapport aussi donc avec des distributeurs, donc, je crois que c'est un centre Leclerc, par exemple, la Pau, on s'est mis d'accord aussi pour récupérer, donc, justement, des produits, donc, des produits alimentaires, donc, non vendus et pour en refaire, donc, d'autres produits. Donc, c'est aussi de l'économie circulaire. Et on vient également d'engager aussi un nouveau marché sur le matériel médical. On estimait que, pour l'instant, ce matériel médical, donc, notamment tout ce qui est guide médicalisé, fauteuil roulant, etc., fonctionne essentiellement en linéaire, c'est le marché du neuf, parce que la sécurité sociale donc, ne rembourse pas. Donc ça répond en partie donc, à une des questions qui est posée, hein, quels sont les freins. Justement, le fait qu'une aide technique pour lutter là, pour l'autonomie, pour restaurer de l'autonomie donc aux personnes handicapées ou qui sont malades ou provisoirement ou de façon définitive ou âgées, donc permettre donc justement donc une économie circulaire dans le modèle de ce matériel médical donc permet justement de moins produire, donc de recycler aussi, de remettre en service justement du matériel et de permettre que la sécurité sociale donc, puisse le rembourser. Donc c'était une des actions de plaidoyer fortes qu'on a faites en 2019, notamment pour que la loi de sécurité sociale accepte ce remboursement, ce qui est fait maintenant. Mais il y a encore des décrets, donc ça fait partie des freins. Alors, on a un certain nombre de questions, si je les prends donc par le début. Par où commencer la mise en place d'une économie circulaire à l'échelle individuelle contre des lobbying? Mathieu, ça t'inspire? Première réponse. Il y a plein de questions qui m'inspirent. On va créer des frustrations, mais à commencer par la mienne. Alors, par rapport à la question de la mise en place d'une économie circulaire, est-ce que c'est à l'échelle individuelle contre des lobbying, si c'est pour ou si c'est contre? La question surtout, je crois, c'est effectivement, clairement le levier d'action individuelle est nécessaire et clairement il est insuffisant. Voilà. C'est-à-dire que tant qu'il y aura une offre, il y aura une demande qui sera créée. Tant que la demande ne sera pas assez forte, l'offre n'évoluera pas forcément. Après, il y a là, clairement, la contrainte réglementaire joue un rôle. On l'a vu sur les activités, que ce soit celles que je porte au niveau effectivement des déchets d'équipements électriques, électroniques, mais d'un point de vue plutôt de mon côté par rapport à Jean-Paul, qui est plus sur les envies sont plus sur la réparation. Nous, on est sur une dimension plutôt de valorisation de ces déchets-là. Clairement, c'est la réglementation qui a permis de faire en sorte que ces déchets qui étaient auparavant juste brûlés ou enfouis sous terre soit aujourd'hui très majoritairement recyclé en France. Et donc, clairement, c'est aussi là où la démarche individuelle rejoint la démarche collective, c'est quand elle se lie pour faire collectif, faire pression collectivement via des associations environnementales, via des associations de consommateurs également. Je pense qu'on n'investit pas assez dans ce champ-là, le champ des associations de consommateurs, pour porter un impact public, collectif, réglementaire. Et c'est aussi ça qui crée les espaces de marché dans lesquels vont pouvoir se développer de nouvelles entreprises qui vont développer une nouvelle offre et qui vont pouvoir peut-être convaincre aussi les citoyens de s'engager. On a besoin de tout le monde, en fait. Très, très concrètement, on a besoin de l'action de tout le monde et on a besoin de l'action résolue de tout le monde. Aujourd'hui, on souffre effectivement peut-être de cette logique
un peu trop forte de petits pas des uns et des autres, qui, je le redis, nécessaire, mais qui est très largement insuffisante, que ce soit réglementaire, qu'elle soit individuelle et citoyenne, qu'elle soit collective ou qu'elle soit entrepreneuriale. Oui, je pouvais ajouter à ce que dit Mathieu, ce qui est tout à fait juste, c'est cette mise en place d'économie circulaire, vous pouvez la démarrer donc à l'échelle individuelle aussi. C'est l'allongement de la durée de vie des produits d'un côté. Donc faire durer les produits, c'est-à-dire d'un côté en prendre soin. En ce qui concerne le textile, c'est naturellement réparé aussi. En ce qui concerne tous les appareils, donc également électroménagers ou électriques, électroniques, c'est la même chose. Donc c'est un premier pas aussi. Acheter des produits donc également qui ont été reconditionnés, qui ont été recyclés ou de seconde main, comme on le dit maintenant, c'est également aussi un premier pas individuel. Après, on est en train de créer un marché, effectivement, donc il y a un engouement donc très clair pour ces produits donc de seconde main. Il ne faut pas le faire n'importe quoi, mais c'est le début, c'est le marché aussi qui va créer. Mais je pense que Mathieu sera d'accord avec moi pour dire que c'est pas simplement un marché, il faut aussi que ce soit une nouvelle économie qui nous intéresse également, c'est que l'économie circulaire soit pas simplement un marché qui attire justement de nouveaux intervenants, c'est déjà un premier pas, mais il faut aussi que ce soit donc également un état d'esprit aussi général qui nous permette donc d'aller beaucoup plus loin et derrière ça donc de restaurer quelques équilibres planétaires et en matière donc d'emploi. Alors, il y a des exemples d'économie circulaire, on vient d'en parler. Il y a tout ce qui concerne donc justement cette vie des produits. Lorsque donc faire un déchet, donc recycler donc aussi un déchet, c'est de l'économie circulaire. Enfouir un déchet, c'est moins de l'économie circulaire, naturellement. En ce qui concerne donc le textile aussi, tout ce qui concerne la seconde main et autres, ou les différents appareils, donc c'est de l'économie circulaire. Il y a également, on vient un autre exemple, on vient de construire donc notre siège donc à Paris, un bâtiment donc sur 4 niveaux, grâce beaucoup à la ville de Paris et au Conseil régional d'Île-de-France. Mais on y a introduit donc aussi des matériaux de réemploi, c'est-à-dire qu'il y a, en dehors du gros œuvre qui doit répondre à des normes ou à des contraintes, introduire des matériaux de réemploi, c'est directement aussi faire de l'économie circulaire, puisqu'il y a à peu près 45% donc, de tout ce qui est hors gros œuvre qui a été réutilisé. C'est aussi bien des panneaux de bois, par exemple, toute la façade extérieure donc, est en bois de récupération, ça peut être aussi bien donc, aussi du sanitaire, ça peut être des cloisons, ça peut être tout un tas de choses. Les sanitaires donc, sont les sanitaires qui ont été récupérés également. Alors, ça renvoie aussi, pour dire aussi ce que ça peut créer comme emploi. C'est lorsque vous posez, par exemple, dans une construction neuve, un lavabo, très souvent pour des raisons de pratique, eh bien, on colle ce lavabo en même temps qu'on le fixe, sauf qu'après, il n'est plus réutilisable, il n'est plus réemployable. Donc, c'est-à-dire que l'économie circulaire doit aussi conduire donc également à de nouvelles pratiques dans le domaine notamment de la construction. C'est évident si on veut ensuite préparer donc une réutilisation d'un certain nombre de matériaux. Voilà donc quelques exemples. Alors pourquoi avance-t-on si lentement, Mathieu l'a dit en partie. Il y a eu enfin une feuille de route pour l'économie circulaire qui a été publiée de mémoire donc en 2018 par le gouvernement qui disait qu'on est en capacité de créer 300 000 emplois. Eh bien, c'est un défi. Il y a ensuite donc la loi de l'économie circulaire qui a été votée en février 2020. On attend donc un certain nombre de décrets ensuite qui sont importants. Et là, on en guette quelques-uns. Donc, pourquoi est-ce que ça avance pas assez vite là-dessus? Notamment, donc cette loi prévoit, à la demande d'un certain nombre d'entreprises ou de mouvements donc de l'ESS, prévoit un fonds de réemploi et de réutilisation qui serait abondé par les éco-organismes, c'est-à-dire ceux qui ont en charge donc les filières de déchets. Et ce fonds de réemploi-réutilisation donc, a pour objet justement de financer un certain nombre d'opérations locales qui conduiraient justement à mettre en place des activités de réemploi et de réutilisation donc, créatrices d'emplois. Alors, ce fonds de réemploi, donc, c'est quelques millions, quelques dizaines, voire quelques centaines de millions qui vont être mis donc, aussi à disposition d'un certain nombre de projets. Donc, bien sûr, il y a
les acteurs, donc on va dire privés, traditionnels aussi, ont bien vu donc qu'il pouvait y avoir des sources de financement là-dessus. Donc ce qu'on avance nous au niveau donc notamment de l'ESS, hein, c'est dire mais il faut que ces projets doivent nourrir des activités locales créatrices d'emplois donc sur les territoires. Si c'est pour financer aussi d'autres opérations dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc c'est peut-être pas la peine. Donc là, il y a un vrai frein, une prise de conscience aussi hein, sur ce problème-là, c'est comment traiter justement comment traiter donc ces questions-là d'emploi d'emploi dans les territoires. Il y a une question sur l'expérimentation territoire zéro chômeur. Mathieu, est-ce que tu es en lien Oui, il y a plein de questions qui m'intéressent et je vais essayer de tout prendre d'un coup. Tu me permets? Vas-y. Non, parce que du coup, sinon, je me lancerai dans la rédaction de réponses écrites. Et je préviens peut-être les gens si j'ai pas le temps on n'a pas le temps de répondre. Voilà, on essaiera en tout cas pour ma part, j'essaierai de répondre par écrit. Donc, sur la dimension territoire zéro chômeur, j'ai envie de dire, je partage évidemment l'ambition. Je trouve que c'est formidable pour un territoire de se saisir collectivement de cette question du chômage de longue durée et de vouloir y apporter des réponses collectives. J'ai pas beaucoup de j'ai pas de réserve sur le principe, j'ai pas de réserve j'ai une grande admiration pour le combat qui a été mené par tous les bénévoles, notamment la TD Carmonde sur cette question-là. Il y a une réussite immense qui est de faire comprendre que les chômeurs, les gens qui travaillent et qu'on accompagne vers l'emploi ne sont jamais un coût pour la société, mais une ressource économique, et donc d'inverser un peu la causalité. Après, nous, on a une pratique d'insertion qui se base aussi sur justement l'espace de l'entreprise, l'espace d'une concurrence qui quand même doit être bien vécue avec les autres acteurs territoriaux. Et la dernière chose, et je crois que c'est la plus importante, et je pense que c'est ce à quoi se confrontent aujourd'hui les territoires zéro chômeur les plus structurés, les entreprises à but d'emploi les plus structurées, c'est la nécessaire professionnalisation à un moment de l'accompagnement et de l'encadrement des personnes qui sont pas en parcours, même si elles sont en CDI. C'est des gens qui ont des problématiques souvent lourdes et que le bénévolat ne permet pas toujours d'assumer et d'accompagner au quotidien. Et donc, ou ne permet pas toujours de laisser les gens en autonomie. Et c'est ce cadre-là qu'il faut être aussi capable d'offrir dans ces structures-là. Mais toutes les initiatives qui concourent d'une part à créer de l'emploi, d'autre part à accompagner durablement les gens sont évidemment plus que bienvenue et souhaitable et encouragée, en tout cas pour ma part. C'est la première chose. En lien direct avec la question effectivement des contrats d'insertion qui seraient des contrats précaires, je l'ai dit, on a 180 salariés, on en a un peu moins de la moitié qui sont en parcours d'insertion, il y a tout. Mais après, nous, notre vocation initiale, depuis le début, c'est justement de donner une chance à ces personnes-là. Et donc, après, on a deux possibilités. Soit on arrive à créer une cinquantaine d'emplois par an sur un territoire, soit même 60 à 80 emplois par an sur un territoire comme celui de le Sony, auquel cas on va très vite devenir une multinationale et je ne suis pas sûr qu'on conserve toutes nos valeurs. Soit effectivement on fait le choix d'intégrer les personnes dans l'emploi et dans le territoire dans lequel elles vivent à travers la proposition de parcours. C'est pas toujours, on n'a pas que des réussites, mais on n'a certainement pas que des échecs. Et la précarité, certes des contrats, est je crois compensée par tout l'accompagnement qui est mis en œuvre et qui vise justement à redonner une chance, permettre aux gens de retrouver un emploi durable. C'est le cas pour 50% d'entre elles quand elles partent de chez nous, ce qui à l'échelle de notre territoire est particulièrement significatif. C'est un débat très ancien et nous, on a choisi d'y apporter cette réponse-là. Il y a la réponse des entreprises à but d'emploi portées par le dispositif zéro chômeur. Il y a aussi la réponse de l'emploi classique. Et j'insiste là-dessus. Les PME sur les territoires, les TPE, les artisans font aussi ce travail-là d'intégration. Parfois, ils ne le font pas pareil, mais d'offrir des contrats de longue durée. Et on s'aperçoit que sans accompagnement, c'est parfois difficile pour elles d'intégrer des personnes fragiles. Et un dernier élément, de la même manière,
une question sur l'économie de réparation que l'on constituerait. Alors là, Philippe Frémaux serait là. Il vous a expliqué exactement ce que je vais vous expliquer. En tout cas, je pense. En tout cas, moi, c'est ma position. Je crois que l'économie qu'on dit de réparation, c'est déjà une économie de transformation. Je pense que quelque chose qui est réparé, c'est quelque chose qui commence à être transformé. C'est quelque chose qui prend en compte la réalité d'une situation et qui cherche à y apporter des réponses. C'est pas mettre des pansements. On met pas des pansements. On change la jambe. On change la jambe. Et quand on change la jambe, quand on change une pièce, on change le fonctionnement déjà un petit peu. On change pas tout le fonctionnement social, on change pas tout le fonctionnement économique, mais on montre qu'autre chose est possible et on le montre concrètement, sérieusement, peut-être parfois mieux que dans des ou autrement que dans des pas mieux, autrement que d'autres initiatives qui elles sont effectivement complètement transformatrices, mais qui peinent également à se faire connaître. Donc je crois qu'on a besoin de ces deux forces-là, et c'est important ni de les opposer, ni d'essayer d'en diminuer une pour renforcer l'autre. Ouais. Très bien, merci. J'ajouterai pour Territoire Zéro Chômeur que j'anime cet après-midi à 14h30 un débat sur l'emploi où il y aura Laurent Grand-Guillaume qui est l'animateur de ce nouveau concept que je trouve extrêmement intéressant, là, comme Mathieu. Il y a plusieurs questions aussi de Colette, de Chloé, etc. sur d'un côté sur l'éco-conception. L'éco-conception des produits, c'est un élément déterminant, je pense, de l'économie circulaire, qui n'est pas suffisamment donc pris en compte. Alors, il y a beaucoup de travail quand même qui se fait là-dessus, sur cette éco-conception, puisqu'il y a eu plusieurs groupes de travail qui ont été menés donc, par l'ADEME notamment. Là, je pense surtout à ce que je connais, notamment l'électroménager, et en collaboration avec les producteurs et les distributeurs, c'est-à-dire comment renforcer d'un côté la durabilité et la réparabilité donc, des appareils. Alors, c'est très important en ce qui concerne bien sûr tout ce qui est appareil ou équipement électrique et électronique. Je dois dire que dans ces ateliers aussi, qui débouchent aussi par la loi, puisque les indices de réparabilité, les indices de durabilité sont prévus par la loi. Il y a déjà des produits qui doivent s'installer au 1er janvier donc 2021. Ensuite, ça suivra dans les années suivantes et ça devrait donc concerner donc l'ensemble des produits qui ont une longue durée de vie. Cette durabilité, elle est prise en compte maintenant par les producteurs. Ça répond un peu à la question de Chloé aussi sur l'économie circulaire qui est vertueuse, mais comment est-ce qu'on peut obliger aussi les producteurs et l'économie capitaliste traditionnelle à rentrer dans cet état d'esprit? Eh bien, ça ne peut se faire, je pense, que par l'action là, des consommateurs. Faut avouer que aussi si les consommateurs donc dirigent aussi leurs achats vers ces produits-là, il y a forcément donc une réponse en face. Mais je rencontre aussi beaucoup de gens, par exemple du GIFAM, du groupement des industriels, là aussi des fabricants d'électroménagers, d'appareils ménagers, qui sont conscients de ça parce qu'ils disent on ne peut pas passer à côté de la question. Alors, il y a naturellement les politiques RSE aussi qui viennent là-dedans. Ça fait toujours mieux dans un rapport RSE de dire qu'on travaille non seulement avec une entreprise d'insertion, mais qu'on a travaillé aussi sur l'éco-conception et autres, etc. Mais je crois qu'il y a une prise de conscience quand même importante pour dire qu'on ne peut pas être sur le jetable comme ça en permanence et qu'il faut avoir des produits qui soient éco-conçus. On a une déviation extrêmement importante un peu de l'usage des produits. Mon premier lave-vaisselle, je crois que j'ai dû le garder une bonne vingtaine d'années facilement. Il était facilement réparable. C'est moins le cas donc maintenant. Le lave-linge, c'est pareil. Mais on continue à utiliser, nous aussi, chez Envie, ce qu'on appelle des châssis Malice, qui sont les châssis de la mère vedette. Alors, les plus âgés d'entre nous se souviennent un peu de ces publicités-là d'il y a un certain nombre d'années, de dizaines d'années, mais qui sont toujours des châssis donc fiables et pour lesquels on peut avoir des matériels qui durent extrêmement longtemps aussi. Si derrière, on a une politique également sur les pièces détachées. Donc ça, c'est un élément donc, déterminant aussi de la durabilité donc, des produits de l'économie circulaire. C'est en même temps être en capacité justement de mener ça. Et on s'aperçoit que c'est obligé les producteurs aussi à avoir, mettre à disposition justement des pièces détachées pendant pas mal de temps, là pour l'instant, donc la loi l'a passé donc à 10 ans, ce n'était pas le cas du tout donc auparavant. Il faut aller donc même également plus loin, et puis il faut aller aussi, je dirais plus loin, et ça c'est notre responsabilité, c'est qu'une partie donc des matériels qu'on détourne, j'allais dire, du recyclage pour en faire de nouveaux produits, si je puis dire, ou des produits reconditionnés,
utilisez les termes que vous voulez, le concept sera le même de toute façon. Eh bien, on peut prendre également des pièces détachées ce qu'on appelle des pièces détachées de réemploi dans ces appareils-là, et faire de la réparation aussi, donc de la réparation moins chère. Parce que je crois que c'est un des sujets donc à voir, c'est-à-dire comment faire baisser aussi derrière les coûts de la réparation, si on veut donc circulariser l'économie. Dans ce cadre-là, donc c'est un défi donc qui est énorme parce que pour l'instant, comme le prix des appareils donc a eu tendance à baisser fortement du fait des conditions, de la délocalisation, des coûts de la baisse des coûts sociaux, si je puis dire, donc de fabrication, en faisant fabriquer de plus en plus loin et dans de moins en moins bonnes conditions. Eh bien, ça devient naturellement pour un consommateur beaucoup plus facile d'acheter un nouveau produit, donc venu d'Extrême-Orient, par exemple, plutôt que de le faire donc réparer. Donc, il faut absolument, d'un côté, lutter sur l'éco-conception, faire des produits plus durables, et en même temps, en parallèle aussi, donc travailler sur la partie réparation. Il y a des questions, Mathieu, sur l'économie de la fonctionnalité. Ouais, je pense que tu étais encore mieux placé que moi pour répondre à la question de l'économie de la fonctionnalité, mais je peux mettre en avant votre expérience de manière générale, qui est particulièrement intéressante. Je crois que tu as bien résumé hein, sur ce qui est aujourd'hui l'enjeu principal de l'économie circulaire, c'est l'éco-conception. Je voulais juste ajouter un point. On avait sollicité notamment des intervenants de grands groupes pour participer à cette conférence, et l'un d'entre eux vous aura expliqué pourquoi eux aussi se lancent dans cette question-là. Il y a une question de responsabilité du producteur qui est induite par le réglementaire, et donc ils sont obligés de s'en saisir. Il y a aussi, et c'est ce qu'il expliquait de manière nouvelle depuis 3 ans, une très forte pression interne des collaborateurs. Les collaborateurs de ces grands groupes, producteurs d'électroménagers, comme producteurs de textiles, comme producteurs d'autres choses, sont de plus en plus ils sont composés de citoyens qui eux aussi sont conscients des enjeux et qui ont envie d'alignement entre le travail qu'ils font au quotidien et les enjeux dont on leur parle ou qu'ils perçoivent ou qu'ils analysent, notamment les enjeux climatiques ou de préservation des ressources. Et donc cette pression-là, elle rejoint la pression effectivement qu'on évoquait tout à l'heure des consommateurs, et elle pousse vraiment vers et c'est la pression réglementaire, et donc elle pousse vers une éco-conception de plus en plus des produits. Et donc, pour citer la marque, Seb a été très surpris il y a 3 ans, et les marketeurs, clairement, de Seb ont été très surpris il y a 4 ans quand ils ont lancé leur premier aspirateur avec une coque en plastique recyclé, donc on va dire moche, parce que noir, parce que plastique recyclé, de manière générale, c'est difficile de faire autre chose que du noir. Donc, c'était assez moche. Et quand ils ont vu, à la fois, ça a été 90% de la couverture médiatique des aspirateurs par rapport de l'année en termes de couverture médiatique, et ça a été 350% de plus de consommation par rapport à un produit similaire par rapport à l'habitude. Donc ils ont compris à ce moment-là qu'il y avait une aspiration, un enjeu médiatique, marketing fort, qui avait également forcément un enjeu du coup marché, une demande citoyenne réelle, de dire à produit égal, on parle d'un aspirateur, j'ai pas besoin qu'il soit beau, j'ai besoin qu'il soit efficace, et s'il est fait avec du plastique recyclé, tant mieux. Et donc cette double pression-là est réelle, elle existe, et par rapport à la question de l'éco-conception, elle a un impact. Sur l'économie de fonctionnalité, il est très clair que c'est ce qu'il faut pousser. Après, il faut avoir en tête aussi, je crois, les échelles de grandeur sur ces éléments-là. Il y a effectivement l'électroménager où ça peut jouer un rôle. Il y a aussi, on oublie souvent, l'économie de fonctionnalité peut jouer un rôle très important sur tout ce qui est transport. De manière très claire, on le voit, ça s'est développé avec les Vélib, on voit aujourd'hui avec l'autopartage, avec le covoiturage, mais là il y a des impacts majeurs à aller chercher. Il y a d'autres leviers qui sont beaucoup plus complexes à activer. Jean-Paul évoquait le textile tout à l'heure. Voilà, on évoquait aussi le secteur du bâtiment. On vient de réaliser, nous, un bâtiment passif. On aurait adoré pouvoir reprendre des éléments de réemploi pour le construire, sauf que les éléments de réemploi, c'est gadget, entre guillemets, dans le projet. Donc, on l'a mis, mais c'est gadget. La performance énergétique, elle est permise par des nouveaux matériaux naturels, biosourcés, qui sont sans commune mesure, des menuiseries, des fenêtres, des portes, qui sont sans commune mesure en termes de qualité avec les normes d'il y a 20 ans, 30 ans, qu'on réutiliserait dans le cadre d'une réutilisation. Donc, il faut toujours avoir cet équilibre-là en tête, et puis aussi cet ordre de grandeur sur
Mais il faut de l'économie fonctionnalité, il faut de l'économie circulaire, il faut de l'éco-conception, il faut tous ces éléments-là alignés et il faut à chaque niveau, ce que je disais, une action vraiment très résolue, très engagée de chacun des acteurs. Oui, alors on pourra ajouter, mais tu l'as dit aussi, mais ça répond donc à quelques questions aussi sur l'allongement de vie ou sur la vie des produits, mais également aussi sur l'exemple que je vous citais tout à l'heure du téléphone. Hein. On sait qu'il y a de la vraie économie circulaire, il y a un peu moins, il y a de la fausse, j'allais dire, fausse économie circulaire. Lorsque vous rachetez donc en masse des téléphones qui ont simplement 6 mois, est-ce que vous faites de l'économie circulaire ou est-ce que vous accélérez le marché du neuf ou est-ce que vous empêchez le marché du neuf donc de baisser un petit peu plus? Je pense que c'est plutôt la deuxième chose aussi. Hein. Alors après, naturellement, il y aura la question des normes 5G, par exemple pour les téléphones, il y aura des choses de genre aussi. Est-ce que ça va rendre obsolètes nos produits? Les producteurs feront tout pour ça. Naturellement, donc il faut mettre en place aussi des politiques un peu de diversion aussi. Il existe déjà des Fairphone qui fonctionnent très bien aussi, et qui sont issus donc de l'économie circulaire et qui sont créateurs d'emplois donc beaucoup plus facilement dans le territoire. Hein. La réparabilité, donc on en a déjà donc parlé, donc c'est des questions donc importantes. On a abordé la question des bâtiments, c'est une question de François sur tout ce qui peut être innovant également. Hein. L'innovation, donc on la voit arriver donc un petit peu partout, hein, un petit peu partout dans tout un tas d'activités également auxquelles on n'avait pas forcément donc pensé et qui montrent aussi qu'il y a des choses à faire. Donc on parlait du bâtiment là tout de suite. Hein, c'est vrai qu'il y a des contraintes pour l'instant. On peut pas construire n'importe comment avec des matériaux naturellement. On a une ossature bois également dans notre bâtiment. Cette ossature bois, elle est faite avec du bois neuf. Elle n'est pas faite avec du bois donc aussi. Hein. Par contre, on a récupéré des vieilles poutres aussi pour faire des cloisons, des choses comme ça qui pouvaient répondre justement à des normes actuelles. Donc il faut marier, comme l'a très bien dit Mathieu, donc d'un côté tout ce qui est innovation qui nous permet aussi d'être vertueux ou plus vertueux justement en matière donc écologique, et puis aussi donc l'économie circulaire. Et après faire des bilans énergétiques qui soient complets, hein, c'est-à-dire depuis le début du produit jusqu'à la fin, c'est-à-dire tout le cycle de vie du produit et travailler donc l'ensemble du cycle de vie du produit. Dans le domaine du bâtiment, il y a beaucoup d'innovations actuellement. Je vous parlais donc des matelas, par exemple, tout à l'heure. Hein. Je vous parlais d'un exemple aussi plus anecdotique, mais qui est intéressant parce qu'il montre bien que les innovations peuvent venir donc de la base également. J'étais hier donc dans un débat télévisé où il y avait juste après moi donc il y avait un pompier qui est en même temps informaticien, qui est pompier volontaire. Et il m'a cité, on a parlé d'économie circulaire, il m'a cité le cas que dans une des unités de pompiers, là, je ne sais plus dans quel département, je crois que c'était plutôt dans la Drôme, dans le Vaucluse, hein, il y avait une personne qui avait trouvé le moyen de recycler tout ce qui était les vestes d'incendie, les pompiers. Ouais. Donc, qui travaille avec la PME 1083 qui fait que des produits made in France, textiles. Donc, c'est un très bon exemple. Jean-Paul, parce que c'est justement de dire ces niches d'activités, de projets d'auparavant sont en train de devenir normatifs aujourd'hui dans les différents métiers. C'est-à-dire qu'ils installent une nouvelle norme dans leur secteur d'activité. Et tout à l'heure, se posait la question de comment on peut encourager ça et qu'est-ce qui fait que ça passe pas à l'échelle. Il y a aussi, je l'ai dit, la pression réglementaire, il y a aussi l'incitation fiscale. Aujourd'hui, je ne comprends pas qu'on n'arrive toujours pas à imposer le fait qu'il y ait une TVA réduite pour les produits, incorporant des produits recyclés ou étant 100% recyclés ou les services ayant une valeur environnementale forte. Il y a un exemple très très fort qui pourrait là donner une incitation très très forte parce qu'on parle de 15% d'écart sur un prix final, ce qui aurait un impact probablement durable également. Excuse-moi, t'en plus. Oui, non, mais très, très bien. Donc voilà un exemple. Hein. Alors moi, je crois beaucoup à l'entrepreneuriat. Et à la sensibilisation de l'ensemble des citoyens donc à ça, mais il y a aussi les entreprises, hein, c'est bien évident. Il y a une question aussi, pourquoi une multinationale aurait forcément moins de valeur qu'une plus petite structure? Est-ce que la sensibilisation ne pourrait pas leur servir? Et je suis persuadé qu'une multinationale aussi, comme l'a dit Mathieu tout à l'heure, il y a déjà des pressions internes qui sont importantes, hein, qui font que les salariés donc, de ces entreprises-là veulent donner du sens à ce qu'ils font. Je ne voudrais pas être, par exemple, salarié de Monsanto actuellement, hein, on doit se sentir pas très bien.
Mais il y a ces mouvements internes dont tiennent compte. Il y a de plus en plus de directions RSE. Alors, on peut dire c'est du greenwashing, c'est des choses comme ça. Donc, je ne crois pas. Moi, je suis membre de la plateforme RSE et dans cette plateforme RSE, il y a des représentants donc, des entreprises multinationales. Donc, on assicote beaucoup sur les conditions de sous-traitance à l'étranger ou autres, etc. Mais ils me semblent de plus en plus conscients donc, du sujet parce que aussi ils ont ces pressions internes, ils ont ces pressions externes. Donc il faut pas désespérer de ça, hein, je ne crois pas. Une multinationale, on peut très bien avoir aussi des politiques beaucoup plus vertueuses comme le font avant. Après, ils ont forcément donc leurs limites parce qu'ils ont intérêt à défendre. On peut parler aussi du cas de Danone ou autre, etc., qui est une entreprise à mission, qui a un PDG donc tout à fait médiatique aussi et qui est convaincu, je pense, d'un certain nombre de choses. Bon, ça n'empêche pas qu'il supprime des emplois aussi. Il y a des pressions actionnariales, naturellement. Il ne faut pas oublier que la pression actionnariale, c'est une pression aussi qui peut mener à des décisions donc, à court terme qui ne vont pas forcément dans le sens de l'emploi, on le sait bien. Il y avait une question très intéressante sur effectivement de Céline sur la capacité à accompagner aux logiques de réparation à distance. Ça, je pense que ça s'adresse peut-être plus à toi qu'à moi. Je suis juste parce que en tant que citoyen et consommateur, et habitant dans une zone rurale, je partage la préoccupation. Alors c'est une question qu'on s'est beaucoup posée nous aussi, hein, parce que on a très clairement un souci donc d'installation dans des zones rurales. Parce que derrière, s'installer dans les zones rurales, c'est effectivement, comme le disait Mathieu tout à l'heure, il faut collecter, nous, des appareils pour les reconditionner, etc. Donc, les points de collecte, c'est plus compliqué, c'est plus cher, naturellement, à mettre en place. Il faut faire des tournées de collecte qui sont plus longues, qui sont plus dispersées, etc. Donc, il y a déjà ces points, il y a déjà ces questions-là. Et puis, on fait un essai notamment en Dromardèche. Enfin, on ne fait pas un essai, c'est qu'on installe donc une unité en Dromardèche. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont des gens qui tenaient des ressourceries aussi, des recycleries, et qui nous ont demandé à monter une activité justement de réparation de matériel. On les a aidés donc à ça et ils vont démarrer donc en 2021. Donc c'est une petite zone d'activité. Et on a aussi, alors Mathieu lance le souligner, le prix du mètre carré est moins cher qu'à Paris. C'est bien évident que dans les grandes villes, mais on a ce souci-là également. On a ce souci-là, alors qui incite plutôt donc à s'installer, j'allais dire, donc à la campagne, mais il faut qu'on trouve également aussi des consommateurs. Alors là, je peux parler donc de tout ce qui est à distance. Hein. Là aussi, beaucoup d'initiatives individuelles qui se sont créées également pour tout ce qui concerne donc les réparations à distance, et notamment des services de tutoriel également. Il y a une entreprise qui vend des pièces détachées, qui a très bien compris aussi ça, avec qui on est en partenariat, hein, qui s'appelle Spareka, pour citer le nom, hein, et qui en même temps aussi sur son site donc, met des tutoriels de réparation. Il y a beaucoup d'initiatives qui se font. Hein. On sait pour l'instant, on parlait du prix de la réparation. Tant qu'on n'aura pas baissé très fortement le prix de la réparation, par différentes aides, parce que je ne vois pas comment on peut faire donc autrement. Hein. Nous, on arrive au taquet, on n'arrive pas à faire une réparation. Un devis, on le met à 39 €, donc ce qui ne me paraît pas très cher, donc, mais c'est déjà 39 € hein, pour savoir s'il y a quel diagnostic. Puis ensuite, la réparation, bien sûr, ça va dépendre donc, des pièces. Donc ça, est-ce qu'on a des pièces détachées de réemploi ou pas de réemploi? Les pièces détachées donc neuves sont extrêmement chères en général. Les marges aussi des constructeurs sont importantes là-dessus, donc il faut faire baisser tout ça. Et derrière, donc, les autres solutions sont par des initiatives aussi locales. Hein. Ça va être les Repair Café. On va dire, est-ce qu'on crée de l'emploi salarié? Non, pas forcément, naturellement, parce qu'on est plus dans le bénévolat et autres. Mais en même temps, on allonge la durée de vie donc, des produits. Donc, on lutte aussi pour cette économie circulaire. Donc, je crois que ça peut créer donc également de l'emploi donc ailleurs. Après, tout ce qui est tuto, tout ce qui est aussi outils de réparation également est une solution. Hein. Alors après, ça veut dire aussi c'est une action vis-à-vis des fabricants. J'ai une machine à café, moi, ici, qui est tombée en panne. Je ne vais pas citer donc la marque. Il faut des outils particuliers pour les réparer. Naturellement, les constructeurs aussi ont mis des barrières. Vous achetez donc un iPhone, c'est moins facilement réparable qu'un appareil d'une autre marque, mais qui fonctionne sur Google. Hein. Donc, il y a aussi des questions de ce type-là. Hein, là aussi, c'est l'éco-conception également, et c'est pousser les consommateurs, pas les consommateurs, mais les producteurs, donc à rentrer dans cette logique-là.
Mathieu, économie circulaire et ESS, comment ce lien se développe? Alors, il y a aussi la question de Claudie que je trouve très, très intéressante. Vas-y, vas-y. Alors, économie circulaire et ESS, j'ai envie de dire, l'ESS, naturellement, va avoir un penchant pour la construction collective et la relation de proximité. Et en complément de ce que tu disais par rapport à la dimension rurale, je voudrais juste rappeler qu'il y a quelque chose aussi qu'on a complètement oublié dans nos territoires, c'est la solidarité territoriale et que bah, peut-être que vous savez pas réparer votre frigo, mais peut-être que votre voisin sait, votre voisin ou quelqu'un dans le village ou quelqu'un quand on est en zone isolée. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui se faisait beaucoup avant et qui s'est également perdu. Et c'est paradoxal qu'on cherche parfois à avoir une réponse en distanciel quand la réponse de proximité existe parfois aussi. Je voulais juste insister sur ce point-là. Je pense que c'est important dans nos réflexes aussi de réintégrer cette dimension-là. Par rapport donc à l'économie circulaire et ESS, je l'ai dit, je pense qu'il y a un prisme naturel. D'abord parce que l'ESS a souvent défriché ce marché de l'économie circulaire. Elle a souvent été à l'initiative de nouveaux projets. Il y a de nouvelles approches qu'elle propose et je pense qu'il y a du sens pour elle à être un peu pionnière sur ces dimensions-là. Et du coup, pour répondre à la question de Claudie, évidemment, il n'y a pas que la réparation. Évidemment, l'économie circulaire, elle s'applique à tous les champs. Je crois que tout à l'heure, il y avait une question sur les plans alimentaires. Je ne la vois plus, mais il me semblait qu'il y a une question, en tout cas une remarque sur les logiques alimentaires. Évidemment, il y a des pans d'activité qui sont à réinventer à l'échelle territoriale et qui sont totalement de l'économie circulaire et qui vont, dans l'agroalimentaire, on parle de plus en plus de la fourche à la fourchette, et encore, c'est-à-dire on réalimente jusqu'à la méthanisation, par exemple, qui va réchauffer des serres pour maintenir et protéger des plantations particulières et permettent voilà, d'alimenter en circuit court des cantines d'écoles, des cantines municipales et des choses comme ça. Donc il y a plein de choses qui peuvent se mettre en œuvre, il y a des choses qui se mettent en œuvre, et je pense que sur ces logiques-là, pour le coup, le bon sens va finir par prévaloir. J'en suis assez persuadé. On retourne à des choses de bon sens concernant le fait de manger. Enfin, j'ai jamais vu mes enfants manger autant de courges à la cantine. Hein. Je pense que c'est pas neutre. Et c'est vrai sur un certain nombre de produits et de démarches. Ça va de l'éducation nationale aux collectivités, aux entreprises aujourd'hui, aux associations, aux agriculteurs. Ça se met en œuvre. Et si on développe ça d'un point de vue industriel aujourd'hui, la contrainte réglementaire d'un côté, la pression, je le redis, des consommateurs de l'autre, amène beaucoup de réflexions. Après, c'est là qu'effectivement, la dimension territoriale peut-être aussi devra être dépassée, très clairement. Je vais prendre un exemple très, très concret qui concerne mes activités, et celle aussi de Jean-Paul. Voilà. On traite du petit appareil ménager, c'est-à-dire qu'on recycle du petit appareil ménager. On a un petit bout de la chaîne. Les produits sont amenés d'abord par les citoyens qui font leur premier acte, qui est quand leur appareil ne marche plus, qu'il n'est pas réparable. J'espère en tout cas qu'ils attendent qu'il soit plus réparable. Ils le mettent en déchetterie. Il arrive derrière dans nos installations industrielles. On va nous avoir une pratique de dépollution et de dévalorisation. Et derrière, chaque petit bout de matière va repartir dans des filières spécifiques. Des installations comme les nôtres, il y en a on va dire une quinzaine en France aujourd'hui. Et des installations qui reprennent en France les types de plastique qu'on va pouvoir trier ou les types de moteurs de frigo, de machines à café qu'on va pouvoir trier, se comptent très clairement sur les doigts d'une main en France et sur certains produits en Europe. Et donc, l'économie circulaire, elle ne se pense pas forcément qu'à l'échelle d'un territoire. Il y a une multitude d'économies circulaires, il y a une multitude de boucles qui peuvent être mises en œuvre. Et la question, elle est moins de systématiser une boucle locale que de systématiser le principe de la boucle. Et effectivement, en partant de l'éco-conception, du non-gaspillage des matières au démarrage, du non-gaspillage des matières au moment de la possible réparation, et de l'exigence industrielle qu'on se donne pour valoriser le plus possible les produits dans les phases de recyclage.
Oui, c'est exactement ça, hein. Donc, il n'y a pas que la réparation, effectivement, il y a toute la chaîne. Donc, également, on peut citer, je connais bien, enfin, toutes les utilisations multiples qu'on peut faire, mais c'est que ça reboucle, comme le disait Mathieu, ça reboucle aussi avec l'éco-conception, hein. C'est-à-dire que derrière, donc, c'est incorporé dans les produits que l'on fabrique également, donc des matières qui seront susceptibles d'une autre utilisation auparavant. On s'aperçoit que, notamment en ce qui concerne les pneus, par exemple, le recyclage des pneus donc, sert aussi à faire de multiples matériaux également, pour les enrobés de route et autres, etc., hein. Donc, il doit y avoir toute une recherche également là-dedans qui doit nourrir aussi la boucle, encore une fois, hein, de l'éco-conception et du recyclage, donc, j'allais dire final aussi de ces produits. Mais ce sont des activités qui nécessitent également de prendre beaucoup plus de précautions. C'est bien, nous aussi, on recycle également du PAM. On vient d'avoir un incendie donc, à Toulouse de notre usine de recyclage, malheureusement, donc un bâtiment détruit. Donc c'est une activité qui est dangereuse et on s'est aperçu en fait que le feu est parti d'une poubelle à pile. C'est-à-dire que lorsqu'il y a arrivé donc, de ce matériel, on essaye d'éliminer au maximum donc, tout ce qui est batterie et autres, etc. Et derrière, ces poubelles à piles, donc une poubelle à piles on a pourtant des poubelles qui sont homologuées, mais qui sont très certainement pas suffisamment protégées donc l'interne. Il y a eu un départ de feu hein, qui ensuite donc s'est propagé donc la nuit naturellement, on n'a pas pu s'en rendre compte. Donc c'est fait comme ça. Donc ça veut dire que derrière, il y a aussi tous les fabricants, que ce soit les fabricants de piles, de batteries et autres, comme tout ce qui est aussi donc les règles de traitement aussi de ces matériaux, qui sont les matériaux donc, dangereux. Et il faut qu'il y ait une action donc, très forte aussi là-dessus. Hein. Une pile ne doit pas être inflammable. Hein. On a des départs de feu aussi assez fréquemment avec ces appareils-là. Donc c'est un des gros soucis qu'on a. Hein, tu me confirmes, Mathieu? Je confirme et je compatis, je touche du bois très fortement. On sait toujours, pour l'instant, on fait partie des rares mais on sait, y compris aujourd'hui les clients, nos clients communs, et qui compris anticipent, et c'est de manière très cynique, mais d'un point de vue assurantiel et d'un point de vue productif, ils sont obligés de le faire. Le fait qu'il y a un risque qu'une usine brûle par an, et que et qu'il faut préserver les capacités de production de notre pays. Ce qui est paradoxal, là où tu as raison, c'est que pour le coup, c'est la pression réglementaire qui amène à ces situations-là, c'est l'exigence réglementaire, l'exigence environnementale qui amène à ces situations-là de manière forte également, parce qu'elle concentre en fait les flux et toute concentration est dangereuse. Et après, il y a une deuxième dimension que tu évoquais très bien, c'est qu'on est sur des produits et on ne mesure pas ça, mais je vous garantis que vos jolies petites trottinettes électroniques sont un enfer à dépolluer, vont être un enfer à recycler d'un point de vue des batteries, et effectivement font peser par l'instabilité de leur batterie des risques d'incendie majeurs sur les installations industrielles par rapport à d'autres produits beaucoup plus anciens qui eux, sont inflammables, mais qui ne s'enflammeront pas tout seuls. Les batteries lithium-ion, notamment, peuvent s'enflammer tout seuls au moindre choc, à la moindre étincelle, et c'est ça qui provoque un risque important. Et donc, comme tu le dis, l'économie circulaire, elle est soumise à des contraintes techniques majeures, parce que la complexité des produits du quotidien aujourd'hui, on l'imagine même pas. Enfin, je veux dire, il n'y a plus de simples tables en bois, il y a plus ces produits-là aujourd'hui sont pratiquement, les produits avec du monomatière n'existent pratiquement plus, et tout ce qui a plusieurs matières est complexe à recycler, et tout ce qui contient de l'électronique notamment est non seulement complexe mais dangereux à recycler. On a un peu cassé l'ambiance, il n'y avait plus de questions. Non, il y avait une question de Sarah il y a déjà une demi-heure à laquelle on n'a pas répondu, qui nous demande: le développement des ressourceries et des recycleries vous semble-t-il durable et profitable à l'emploi à long terme? Je dis indubitablement oui. Indubitablement oui, parce que c'est un maillon donc indispensable justement à tout ce qui est récupération, réemploi. Alors il y a dans les chaînes de traitement donc des produits, et dans le cycle de vie des produits, il y a des choses qui sont plus ou moins vertueuses en termes d'emploi, elles ne sont pas forcément plus ou moins vertueuses en termes d'environnement, hein. Les activités qu'on fait en recyclage, par exemple, sont des activités vertueuses, puisqu'on trouve une autre application donc, à ces choses-là. Mais on dit toujours que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne crée pas.
Donc, faire circuler aussi dans les ressourceries et dans les recycleries des matériaux ou des objets ou autres, etc., qui sont des objets de seconde main, ça me paraît tout à fait, donc, d'un côté, durable et profitable à l'emploi, parce que ça crée de l'emploi, effectivement, de façon forte. Il y a une échelle qui est célèbre qui consiste à dire qu'une tonne, par exemple, c'est 10 000 tonnes, je crois, à peu près. Hein, donc, ça conduit à un ETP ou à un emploi, justement, si c'est de l'enfouissement. Ça conduit donc à peu près à 3, 4, 5 emplois, donc si c'est de l'incinération. Et après, si c'est du recyclage ou si c'est du réemploi donc direct, le nombre d'emplois donc, peut être multiplié par les facteurs 3, 4, 5 ou 10. Donc, c'est-à-dire ce sont ces activités qui sont vraiment créatrices d'emplois. Alors, il ne faut pas industrialiser justement totalement. Donc ça, enfin industrialiser intelligemment, avec des emplois donc là-dessus. Donc je pense que le développement des ressourceries et des recycleries, c'est un élément donc moteur aussi de l'économie circulaire, hein, parce qu'effectivement, il y a des emplois qui se créent qui sont pérennes. Alors ça fonctionne beaucoup avec des bénévoles donc également, hein, mais aussi c'est là où on peut faire créer de la confiance aux consommateurs pour acheter donc des produits de seconde main. Hein. C'est important. Alors je vais défendre naturellement mes copains des ressourceries et du réseau des ressourceries hein, parce que c'est vraiment déterminant. Hein, mais il faut absolument donc développer ça. Hein. Donc, mais je fais tout à fait confiance. Hein. Il y en a de plus en plus qui se développent et ça prend. Et c'est des lieux de vie, hein, des vrais lieux de vie justement, hein, avec des opérations de tri, de mise en rayon, etc. Ce sont des choses qui se font donc vraiment de façon très, j'allais dire, très rationnelle hein, et qui créent effectivement donc de l'emploi à terme. Est-ce que tu as repéré d'autres choses, Mathieu? Les deux dernières questions, je pense qu'on a répondu aux autres. Alors je suis désolé si j'ai évoqué ça doit être moi qui ai parlé de bonne économie circulaire et de mauvaise économie circulaire. Et vraiment, si j'ai dit ça, c'est pas du tout mon propos. C'est plutôt de dire il y a des degrés différents dans l'économie circulaire, y compris techniques, qui sont dit voilà, on peut pas avoir la même exigence sur tout le temps, et on peut pas avoir une exigence de territorialité sur tout le temps. Moi, je partage totalement ce que vient de dire Jean-Paul sur le rôle clé des ressourceries recycleries. Je crois que c'est un enjeu capital de lien social, de proximité, de retour aussi au bon sens. Et j'aurais juste envie que ces recycleries ressourceries investissent les centres-villes beaucoup plus que les périphéries de manière générale. Je crois que c'est valoriser les produits, valoriser les gens qui travaillent encore plus. Je crois que c'est important. Concernant donc du coup, pour être un consommateur éclairé, Anaïs, non, je n'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse. Il y a effectivement, il y a des labels que moi j'ai envie de dire, c'est aussi aux consommateurs de se renseigner en amont de ces achats le plus possible. Je pense que les achats qu'on peut faire parfois sont quand c'est des achats quotidiens, ça vaut le coup de se renseigner un petit peu. Sur ce qu'on peut acheter et ce qu'on achète au quotidien. Et quand c'est des achats moins réguliers, pour le coup, là aussi, de prendre le temps de se renseigner sur comment c'est fabriqué, par qui c'est fabriqué, avec quelles exigences. Peut-être que Jean-Paul a des labels en tête, peut-être beaucoup plus que moi. Moi, je ne travaille pas du tout avec la distribution. Oui, donc j'ai quelques labels en tête, hein, mais ça répond tout à fait. J'ai participé donc à une table ronde donc hier qui portait exactement là-dessus. Et on avait mis comme défi de la durabilité justement des produits, donc notamment la confiance du consommateur. Alors, la bonne économie circulaire, c'est celle qui va intégrer cette notion de confiance au consommateur aussi, hein, parce que dans tout le cycle justement donc, de vente de ces produits. Moi, j'ai défendu un peu 4 points. Il y a tout ce qui concerne la traçabilité, hein, c'est-à-dire d'où vient le produit justement, comment a-t-il été reconditionné ou pas reconditionné dans l'état. Donc, dans les ressourceries, dans les recycleries, on sait qu'ils viennent donc directement de dons ou de déchetteries ou autres, etc. Ils ont ensuite été triés, donc cette opération de tri est importante extrêmement. Puis après, c'est la garantie que peut apporter donc le sérieux avec lequel travaille la ressourcerie ou l'écocyclerie. Hein. Il y a cette question donc de reconditionner. C'est important de savoir donc où il a été collecté hein, d'un côté et puis où il a été fabriqué et autres, etc. Il y a dans la mise en place des labels dont parlait Mathieu, hein, c'est effectivement on commence à voir des labels. Il y a des labels qui concernent des processus, notamment par exemple nous on est en train de se faire labelliser par Sénélec hein, pour tout ce qui concerne donc nos processus de reconditionnement.
Il faut absolument qu'on le fasse également pour le matériel médical, c'est-à-dire c'est des matériels aussi qui nécessitent plus de confiance, naturellement, on est dans le domaine de la santé, donc ça nécessite aussi pour apporter cette confiance, donc d'être labellisé également, donc on travaille avec la FNOR aussi, avec un label sur ces questions-là. Il y a la question aussi, lorsqu'on fait donc du reconditionnement, mais là je parle pour mes activités, hein, c'est beaucoup la question de la garantie, hein, c'est-à-dire que derrière, donc quelle garantie on peut apporter, et les places de marché qui vous vendent justement des produits reconditionnés s'intéressent aussi beaucoup à ça, naturellement, forcément, parce que aussi c'est un élément donc de confiance pour le consommateur. Et puis, il y a de plus en plus de choses qui se vendent, qui s'achètent donc aussi sur le Bon Coin, sur les plateformes justement de ce type-là. Donc derrière, c'est comment on travaille le visuel aussi, comment vous avez une idée du produit qui vous est vendu, qui n'est pas un produit neuf. Donc c'est une opération complexe, hein, on est bien placé. Donc on est en train de mettre en place justement des plateformes de e-commerce aussi pour pouvoir vendre par ce canal-là, parce que on vend essentiellement par magasin, parce qu'on veut avoir ce contact direct avec le consommateur, mais on n'est pas présent partout, hein, donc on vend déjà sur la label Emmaüs aussi, notamment Envie Strasbourg le fait. Hein. On a l'e-shop qu'on va avoir donc à Paris, sera aussi donc par internet donc également, mais on aura un magasin donc aussi un showroom, on accueillera également donc des clients. Hein. C'est un lieu de sensibilisation aussi. Mais derrière, quand on vend un produit, un usager, donc il faut pouvoir le décrire aussi le plus honnêtement possible, également par Internet. Donc là, il faut aussi travailler là-dessus. Alors je sais que pour les téléphones, il y a des codes. Hein, par exemple, il y a des codes où il y a des labels qui montrent si l'écran est rayé, pas rayé, quelle est la batterie, etc. etc. Hein. Donc après, je vois quelques retours de consommateurs qui ne sont pas forcément toujours très contents. Mais ça commence à se mettre en place. C'est un élément déterminant. Mathieu, as-tu repéré d'autres Oui, bon, j'ai des remarques sur effectivement sur le rôle des consommateurs. Alors, je ne sais pas s'il existe des groupements de consommateurs en économie circulaire. Je pense vraiment, j'insiste là-dessus, l'information, aujourd'hui, on a une chance incroyable dans le monde dans lequel on vit, c'est que l'information est hyper disponible, hyper accessible. Et j'ai pas de lien tout cuit. Peut-être par contre on pourrait solliciter Alternative économique pour vous en donner à la suite de cette conférence. Mais sur les endroits où on peut trouver ce type d'informations, où effectivement on peut trouver un accès aux produits vertueux. Il y avait la question sur les formations universitaires en ingénierie. Est-ce qu'elles intègrent cette question d'éco-conception? Alors, il y a déjà des formations dédiées à l'éco-conception, ça c'est sûr. Il y a, je pense, la plupart d'entre elles aujourd'hui intègrent cette question-là. Après, des écoles sont parfois en avance, parfois très en retard, en fonction de l'enseignement qui est transmis et des liens qu'elles peuvent avoir avec le marché de l'emploi et avec le marché, avec les entreprises productrices. Par contre, très clairement, il y a un prisme aujourd'hui très très fort, là encore parce qu'il y a une demande très très forte des étudiants. Je pense que vous avez peut-être tous entendu parler de ce mouvement des ingénieurs qui disent qu'ils ne veulent plus inventer des produits. Les jeunes ingénieurs disent qu'ils veulent que leurs écoles prennent en compte les impératifs climatiques, qu'ils ne veulent plus apprendre à consommer des ressources, mais bien à les protéger et à trouver des solutions pour le monde de demain. Donc c'est un mouvement très très fort hein, dans les universités qui existe, qui a une voix et qui a un impact très clairement sur les programmes. On voit que ça bouge de manière très très forte. Et après, je peux juste là, moi, vous parler peut-être de la dimension, en tout cas en tant qu'employeur, je suis sollicité de manière pratiquement hebdomadaire par des ingénieurs, là où avant, je me battais pour aller en chercher. Et si j'en avais un en stage tous les 3 ans, j'étais content. Aujourd'hui, je pourrais pratiquement en accueillir un par semaine si je le souhaitais, je ne le fais pas. Parce que je pense qu'il faut être en capacité d'apprendre des choses aux gens et de les accompagner. Mais s'il y a des candidats, on écoute tout et on regarde tout. Mais voilà, l'objectif, je pense vraiment qu'il y a une sensibilité très très forte, il y a une place très très forte, beaucoup plus importante dans les formations qu'avant, et je pense qu'elle va aller croissante de manière générale. Il y a peu de doute là-dessus. Oui, je confirme, on a exactement la même chose. On emploie de plus en plus d'ingénieurs qui viennent nous voir et qui ont envie justement de se plonger là-dedans, pas forcément pour rester très très longtemps, mais quelques années aussi, dans un boulot qui a vraiment du sens.
Je vois deux questions qui se rejoignent, celle de Céline qui a vécu au Maroc et puis celle de Louis. Comment mieux aider les citoyens à plus recycler, les écarts également aussi, enfin le temps passé à la déchetterie, au bazar solidaire, etc. Au Maroc, c'est vrai que ce sont les métiers de la rue ou dans les souks qui font l'économie circulaire, beaucoup, rien n'est perdu, tout est recyclé, etc. Je l'ai vu aussi directement. Eh bien, il faut, moi je suis persuadé qu'il faut une économie circulaire le plus près possible justement donc des citoyens et des consommateurs. Il faut que justement, c'est l'enjeu de l'emploi local, donc également, et de l'emploi dans les territoires. Hein. On se pose beaucoup la question, nous aussi, ces questions-là, dans les métiers industriels hein, comme les nôtres, hein, donc disséminer aussi, faire du transport, etc. On sait que c'est un coût écologique donc derrière, donc il faut optimiser bien sûr. Il faut avoir, ça nous pose la question aussi de nos flottes de camions également, les passer au moins au gaz, etc. Donc on a tout un tas de plans donc là-dessus, mais c'est beaucoup au niveau de la rue ou au niveau des emplois. Donc ça tient pas mal aux questions de collecte notamment. Hein, lorsque on est dans ces filières donc d'économie circulaire, il faut collecter donc des produits dont les gens se débarrassent. Ben, effectivement, il faut les collecter au plus près des lieux de consommation. On est en train de travailler là, c'est des questions donc dans les grandes villes hein, sur les points de collecte à mettre en place. Donc ça se fait avec les éco-organismes. Ensuite, il y a les tournées naturellement qui sont faites avec différentes opérateurs, dont nous, hein, on fait ça donc également. Hein. Si vous prenez par exemple des collectes d'encombrants ou autres, etc., c'est aller chercher donc aussi vraiment directement. On essaye d'avoir aussi des accords avec les bailleurs sociaux pour aller chercher dans les immeubles aussi les produits, hein, quels qu'ils soient. Donc, et après, donc derrière, c'est aussi on essaye de mettre en place du tri qui soit le plus en amont possible de la filière. Ça veut dire que lorsque vous allez dans une déchetterie, ça serait beaucoup plus simple donc d'avoir ensuite une plateforme de tri donc pour le réemploi que d'ensuite emporter donc dans un centre de regroupement et puis retrier donc sur place, etc. Donc on pourrait le faire beaucoup mieux, mais ça veut dire que tous les acteurs dans ce cas-là du réemploi, qu'ils soient de l'ESS ou qu'ils ne soient pas de l'ESS, doivent se grouper aussi pour mettre en place avec l'aide des collectivités donc ces plateformes-là. Il y a un vrai enjeu effectivement sur la proximité. Je suis persuadé que l'économie circulaire doit être une économie de proximité si encore une fois on veut créer des emplois locaux. Mathieu, Ah bah, je ne peux que renchérir et juste effectivement redire que cette logique de proximité, on a parlé tout à l'heure de création d'activités aussi. Tu parlais de pieds d'immeubles, il y a un autre enjeu hein, sur les pieds d'immeubles, c'est tous les immeubles qui sont en rénovation et c'est de faire en sorte que ces chantiers-là soient propres, par exemple. C'est un vrai enjeu d'économie circulaire. Il y a un vrai enjeu de ceux qui émettent ces marchés-là aussi pour qu'ils les allotissent correctement et qu'on puisse récupérer un maximum de matière et valoriser un maximum de matière et encourager les acteurs du bâtiment à recycler un maximum de matière. Il y a un vrai enjeu à ce que la proximité soit adressée parce qu'elle est elle aussi créatrice d'emplois, mais elle est surtout créatrice d'une grosse plus-value environnementale, comme tu le disais. Je voulais souligner par rapport à ce que tu disais, par rapport aux camions, nous, on chiffre notre impact environnemental. Et on sait que grâce à notre travail de recyclage, on économise à peu près l'équivalent de 100 000 euros de pétrole par an et on consomme 105 000 euros de gasoil par an. Donc on est encore en négatif pour nous-mêmes, j'allais dire, malgré après on fait 250 000 km par an. Hein. Donc voilà, c'est forcément et dans des territoires ruraux pour apporter des services dans les territoires ruraux et on le fait avec des camions qui consomment le moins possible, avec des chauffeurs qui sont formés. Mais le monde pur dans cette dimension-là n'existe pas. Il faut accepter des choses qui sont imparfaites pour agir. Ça revient au débat qu'on avait tout à l'heure. L'action générale est déjà forte, elle a un impact important parce que je vous donne ce chiffre-là, puis je pourrais vous dire que à notre échelle, la pollution évitée grâce à notre activité, la pollution des nappes phréatiques évitée grâce à notre activité, ça correspond à 80% des mégots en France. Juste pour nous, qui sommes un opérateur régional des déchets électroniques. Donc, c'est important aussi d'avoir ces échelles-là. Il y a des choses sur lesquelles on a un impact majeur grâce à la dépollution, grâce à la valorisation. Il y a des choses où on a un impact pas assez fort aujourd'hui, mais nécessaire. C'est ce que je disais tout à l'heure.
Voilà. Donc après, c'est là où les logiques de proximité, d'action citoyenne sont très très importantes. Je le dis toujours, sur nos activités, je pense que Jean-Paul ne dira pas le contraire, nos activités, la moitié du modèle économique, elle est faite par l'action citoyenne. Si on devait collecter chez chaque personne les frigos, la machine à café qui marche plus, on serait sur des modèles économiques intenables pour l'ensemble du secteur et pour la France en général. Là où aujourd'hui, le fait que le citoyen apporte en déchetterie ou en magasin son appareil usagé, permet vraiment de diminuer cet impact-là. Donc on a besoin, on redit, on a besoin de tout le monde et on a besoin aussi que les services, effectivement, comme le demandait Pascal, soient présents en proximité. Merci Mathieu. On arrive bientôt à la fin, il est 10h43. Il y a juste une question sur on crée des produits avec de plus en plus de fonctionnalités, est-ce conciliable avec l'économie circulaire? Une question de Pierre. Bon, c'est une vraie question, hein, puisque naturellement, plus il y a de fonctionnalités, c'est compliqué. On n'a pas le temps de répondre longtemps. Non, on n'a pas le temps de répondre à tout ça. C'est pas compatible avec l'économie circulaire. Ah. Non, c'est pas compatible avec l'économie circulaire. Voilà, il faut dire aussi les choses. Je pense que c'est aujourd'hui, on crée beaucoup effectivement de gadgets multiples. On crée des objets connectés qui, au-delà même de l'électronique qu'ils contiennent, qui va être difficile à recycler, au-delà même des questions de sécurité individuelle, de protection des données que ça suppose, vont nécessiter l'installation de parcs, de réseaux informatiques. Alors on parle beaucoup des antennes 5G, mais pas que, de manière très forte et importante et avec un impact environnemental durable, très certainement. Une question de Guillaume qui est importante, à laquelle on n'a pas répondu, la raison de la reposer, hein, c'est la mise en place d'éco-organismes. Moi, je suis extrêmement favorable à ça, d'avoir des éco-organismes qui soient effectivement responsables de la filière, etc. Le problème que l'on a, et la question est bien posée, une vraie place de l'ESS dans leur gouvernance, c'est la question de la gouvernance aussi, c'est-à-dire en fait, donc, dans ces éco-organismes, à qui répondent-ils? Sont des associations donc à but non lucratif, mais qui sont financées donc par les éco-contributions. Dans les conseils d'administration, on trouve beaucoup justement de producteurs ou de ce qu'on appelle les metteurs sur le marché. Il faut qu'on trouve aussi beaucoup plus un comité. Il y a maintenant donc une obligation d'avoir des comités de parties prenantes. Je sais que nous, en tant qu'opérateurs, on fait partie de ces comités de parties prenantes, donc on a une voix à apporter. Il y a aussi derrière ces éco-organismes répondent à des cahiers des charges. Donc ces cahiers des charges, on est en plein renouvellement des agréments, notamment il y a des nouvelles filières qui se mettent en place, donc il y aura de nouveaux éco-organismes qui vont arriver également. Et il faut qu'on ait notre mot à dire également, enfin l'ESS et au-delà de l'ESS, il y a tous les consommateurs, etc. Il y a autres aussi doivent avoir leur mot à dire sur le cahier des charges et sur les objectifs que se fixent l'éco-organisme. Et on sait que justement les objectifs en matière de réemploi notamment, pour l'instant, sont pas assez ambitieux. Il y a dans les tonnages qu'on transporte, nous on transporte 200 000 tonnes donc, par an, sur 200 000 tonnes, on peut en récupérer donc qu'une petite partie en réemploi. On le fait actuellement, on pourrait certainement en récupérer plus. Il faudrait avoir des objectifs donc beaucoup plus ambitieux là-dessus. Alors il y a un progrès parce qu'il y a un comité, donc une commission plutôt interfilière qui s'est créée avec des acteurs multiples, lesquels on essaye d'avoir notre place. Donc également, c'est pas toujours facile également, mais il faut se battre là-dessus. Et là-dedans, donc on doit donner des avis justement sur ces cahiers des charges. Donc là, il y a quelque chose d'important qui va se jouer, mais c'est vrai qu'il y a un vrai sujet sur la gouvernance des éco-organismes. Mais on a la chance, nous, dans les déchets électriques et électroniques, d'avoir un éco-organisme qui est très sensible à la question de l'environnement. La place des collectivités dans tel projet économie circulaire, leur accompagnement, va juste finir sur cette question-là. Mathieu, moi je sais qu'on est en relation très directe avec des collectivités naturellement. Ce qui est très important, ce sont les appels d'offres qui sont lancés aussi, notamment, et que les appels d'offres doivent être lancés. Alors ça nous concerne nous en tant qu'entreprise d'insertion. Lorsqu'il y a des clauses d'insertion, on peut travailler donc bien plus facilement avec les collectivités, mais elles sont de plus en plus aussi soucieuses et puis conscientes également de leurs responsabilités dans ce domaine-là. Donc, il doit y avoir aussi, et il y aura donc maintenant, la loi l'oblige à ce que les objets donc de réemploi fassent partie donc aussi des appels d'offres lorsqu'une entreprise, une collectivité ou l'État donc souhaite récupérer donc enfin ou changer son parc informatique ou son parc d'objets quelconque, le mobilier également, c'est d'avoir donc une part de plus en plus importante donc de produits issus de l'économie circulaire. Donc là, ça sera certainement un facteur multiplicateur donc important.
crois qu'on va être obligé de conclure là-dessus. Hein, je pense pas je crois qu'on a fait un tour assez complet des choses. Naturellement, il y a des sujets multiples. Je finirai peut-être par une anecdote. Mathieu me reprendra peut-être. J'ai visité donc notre Envie Strasbourg, donc il n'y a pas très longtemps. Ils sont en train qui sont sur les opérations aussi qui ressemblent à celles de Mathieu. Ils sont en train d'installer une nouvelle chaîne de tri moderne et tout, etc. Grande capacité. Il y avait la capacité aussi disons, de diviser par 3 l'emploi sur cette chaîne de tri, avec toutes les méthodes modernes, etc. C'est vrai que le conseil d'administration a choisi de laisser le même nombre de personnes que sur la vieille chaîne de tri que j'ai vu aussi fonctionner. Donc il y a des choix aussi d'organisation. C'est très intéressant de savoir, nous, en tant que chef d'entreprise, qu'est-ce qu'on fait des gains de productivité lorsqu'on change du matériel comme ça. Est-ce qu'on les met au service de l'emploi ou pas? Donc nous, on est très sensible à cette question, mais elle doit se poser donc au-delà, naturellement, de l'économie sociale et solidaire. Donc là, il peut y avoir la question des entreprises à mission aussi qui peut aussi avoir une incidence là-dessus. Voilà, on travaille avec la CANIF, par exemple, une entreprise à mission qui a un certain nombre d'actions vertueuses dans ce domaine-là. Mathieu, tu vas ajouter juste quelque chose et puis on a... Non, je voudrais vous remercier et puis je vous remercie pour les commentaires appréciatifs, pour les questions bienveillantes et intéressantes qui nous ont obligés un peu à réfléchir aussi à ce qu'on allait dire. Donc c'est très agréable et je voudrais juste effectivement rajouter on a toujours le choix et c'est ce qu'illustre Jean-Paul très bien avec l'exemple d'Envie Strasbourg qui correspond qui est un peu effectivement l'histoire aussi qu'on a eue nous il y a quelques années au moment d'investir dans un parc industriel et on a toujours le choix en fait et c'est pour ça que je suis moins d'accord avec Danone que je ne l'ai été dans ma vie précédente. On a toujours le choix sur les arbitrages qu'on prend. Et c'est une question ensuite d'engagement collectif pour pouvoir y répondre à ces arbitrages. Et donc c'est peut-être le dernier message que j'ai envie de donner. On a beaucoup parlé de responsabilité individuelle. Voilà, je pense surtout au-delà de la responsabilité, c'est l'engagement. C'est l'engagement et c'est la continuité de l'engagement. Je pense que si on se donne les moyens les uns et les autres d'accompagner ces transitions nécessaires, elles seront beaucoup plus douces à vivre et c'est parce qu'on les accompagne collectivement qu'elles seront douces. Parfait, c'est une excellente conclusion. Je dirais juste une phrase, l'économie circulaire, c'est pas simplement un nouveau marché, ça va être une vraie nouvelle économie et qui va justement, donc si elle ne crée pas d'emploi, elle ne servira effectivement à la planète, mais elle ne servira pas à l'emploi et ça serait très dommage. Donc, mais je crois qu'on a tous les moyens, on a les cartes en main justement pour faire en sorte qu'il n'en soit pas ainsi. Voilà, merci à tous en tout cas pour toutes ces discussions et c'est très intéressant. Donc, et à très bientôt donc aux Journées de l'économie autrement qui se poursuivent encore toute la journée. Donc vous avez plein de débats passionnants, dont un que je vous recommande à 14h30 sur l'emploi aussi. Merci. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Au revoir.